Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous commençons une expérience tout à fait intéressante, qui est cette vidéo qui est offerte par la Maison de la Philosophie, adhérent, qui est un organisme particulièrement intéressant à Toulouse, de conférences et animé par Eric Lowen, que nous remercions pour offrir sur Facebook une série de conférences pour les conférenciers habituels de la Maison de la Philosophie. Donc, j'avoue que c'est une expérience qui est nouvelle, puisqu'en fait, on n'est pas devant un public. L'habitude que j'ai eue en tant que professionnel architecte, en tant qu'enseignant, c'est d'avoir, ou conférencier, d'avoir les auditeurs devant et voir leur réaction. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Mais je vous remercie de votre écoute et aussi de m'excuser de mon inexpérience. Alors, cette conférence est intitulée « Où vivons-nous demain ?» Il s'agit d'un titre d'une conférence précédente qui avait été faite à la Maison de la Philosophie et qui reprend le titre d'un ouvrage de Michel Ragon qui s'appelle du même titre « Où vivrons-nous demain ?» Alors, c'est un ouvrage ancien qui date de 1964, ce qui est très vieux pour la plupart d'entre vous, je pense, et il est intéressant de voir justement comment ce futur était présenté à cette époque-là, le futur de nos territoires, le futur de nos villes, le futur des continents et le futur de la vie quotidienne que l'on imaginait à cette époque-là. Et il est intéressant de pouvoir le comparer et de voir comment le futur n'est jamais celui que l'on prévoit. Donc, ce titre nous montre une vision tout à fait optimiste, une vision radieuse du monde de demain. Et c'est tout à fait étonnant parce que c'est à la fois scandé par tous les experts, tous les scientifiques sont d'accord sur le fait que il y aura des villes souterraines, il y aura des villes qui seront des villes spatiales, qui seront des villes qui seront en nappe au-dessus de la nature. Il n'y a aucun questionnement de ces possibilités ou impossibilités sur cela. C'est quelque chose qui est décidé, qui est quelque chose qui est sûr. Donc, ça nous ramène aussi à une interrogation qui est plus générale sur le futurologie et comment on peut prévoir le futur. Et vous avez bien vu qu'il y a un point d'interrogation sur le titre de notre émission, et effectivement, c'est ce questionnement que je vous engage à pouvoir, si ce n'est écouter, en tout cas débattre et de poser ce problème aujourd'hui. Alors, c'est vrai que la question du confinement et du virus repose d'une manière générale certains cadres de vie et certaines certitudes, et c'est effectivement ce qui peut nous amener à une autre manière d'envisager nos territoires, d'envisager nos villes, et c'est le but de cet exercice. Alors, on pourrait noter, par rapport au livre de Michel Ragon, je rappelle qui est Michel Ragon. Michel Ragon est un
critique d'art, qui a été à son époque quelqu'un de très important parce que c'était une personnalité tout à fait intéressante. D'ailleurs, c'était un autodidacte, mais qui était un véritable érudit avec une connaissance artistique, de critique d'art, de critique d'architecture en particulier, avec aussi un romancier, un poète. Bon, voilà, c'était quelqu'un, une personnalité qui est morte, il est mort il y a peu de temps, presque centenaire, et bon, il faut lui rendre hommage, même si, effectivement, je me permets de critiquer avec bienveillance cet ouvrage qui ne représente pas Michel Aragon, mais qui représente tout l'esprit d'une époque. Alors, c'est assez sympathique aussi cette époque optimiste dans laquelle on voyait des villes sous des dômes, on voyait de la science-fiction en fait, et on était à peu près sûr que dans 20 ans, tout cela allait se réaliser. Alors, c'est à opposer à l'époque actuelle où nous sommes absolument dans un pessimisme complet et on était, on peut dire, je ne sais pas si nous le sommes aujourd'hui dans notre confinement, mais on peut dire que ces derniers mois, particulièrement, nous étions dans un pessimisme complet sur la planète, sur la fin du monde, et la campagne des municipales qui a été interrompue par le coronavirus a été, je pense, on peut dire, bon, j'irais même dire, elle a été hystérique sur le pessimisme de notre environnement, de ce qu'on appelle aujourd'hui la planète, qu'on appelait avant la Terre. Et je pense que la crise du coronavirus déplace le pessimisme et le pessimisme sur l'environnement est remplacé sur le pessimisme sur nos vies. Et peut-être que c'est une forme de hiérarchie qui peut être aussi source de réflexion et bénéfique pour tous. Alors, dans cet ouvrage, il y a effectivement la science qui est appelée comme, on peut dire, comme je n'irai pas comme béquille, mais comme support essentiel de la démonstration. Les scientifiques prédisent. Et alors, c'est effectivement ce que l'on entend aujourd'hui très souvent, c'est les scientifiques sont dans les prédictions et on prévoit la montée des eaux, on prévoit des catastrophes, essentiellement la fin du monde animal ou du moins sa destruction ou une extinction massive. Et on n'est pas sur des données factuelles, c'est-à-dire de ce qui se passe aujourd'hui, mais on est dans le futur. Alors, il faut rappeler une chose essentielle, c'est que la science, ce n'est pas la futurologie. La futurologie, ben c'est Madame Irma. Quand un scientifique fait de la futurologie, ben il fait Madame Irma. C'est-à-dire qu'en fait, il se sert de son titre de scientifique, mais la manière dont il va décrypter le futur, elle n'est pas plus pertinente que vous et moi et que quiconque, puisqu'en fait, le futur ne nous appartient pas. On a bien vu d'ailleurs, pendant la crise du coronavirus, on a bien vu que les scientifiques avaient minoré cette crise. On avait l'exemple de ce qui s'était passé avec l'épisode H1N1 où cette grippe, on avait fait des millions de vaccins et des masques, et puis en fait, cette grippe a été une grippe peu importante. Donc, les scientifiques s'étaient trompés par trop de précautions, et aujourd'hui, peut-être cette expérience ayant servi, on est aussi passé à côté du danger, en tout début en tout cas. Et on ne peut
en vouloir à personne. C'est ainsi que le futur ne peut pas être découvert. Alors ce que font les scientifiques, par exemple, c'est de prévoir en astronomie, on va dire, l'éclipse de soleil, parce qu'il s'agit de cycles, il s'agit de choses que l'on peut calculer. Mais, par exemple, on sait que en, dans le climat, par exemple, en météo, on va avoir, par exemple, des prévisions qui vont être sur un cyclone qui va arriver parce que on voit le déplacement et on peut calculer le déplacement du cyclone. Même, on sait qu'il peut y avoir aussi un autre événement climatique d'un anticyclone qui fait que ce qui était prévu ne se passe pas et ça fait partie des choses habituelles. Donc, quand on prévoit à 10 ou 20 ans, bah là, franchement, je crois que on sort du domaine de la science et on est, comme je vous disais, on est dans l'astrologie ou on est dans l'imposture. Donc, il faut relativiser les, je ne sais pas si on peut parler d'errements, mais en tout cas les erreurs dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, parce que nous sommes confrontés à un phénomène qui est un phénomène cyclique, qui est celui des pandémies et qui nous ramène à notre condition humaine et au cycle de l'histoire, à savoir que de siècle en siècle, l'histoire de notre Occident, en tout cas celle que nous avons dans nos mémoires écrites, a été scandée par des pandémies et il n'y a pas de raison, même malgré les progrès de la science, que nous échappons à ces pandémies, mais grâce à la science, il faut dire que nous aurons, on l'espère, les moyens, en tout cas, de minorer et de juguler les pandémies à venir. Alors, que nous amène cette crise? Elle nous fait voir d'une manière tout à fait nouvelle ce que les Anglais appellent le back office et que l'on oppose au front office. Alors, je vais le traduire parce que c'était le mot qu'employait Jérôme Fourquet dans Le Figaro d'hier ou d'avant-hier, mais ça nous renvoie à la réalité de ce quotidien où nous avons ce qui est visible et ce qui est invisible. Alors, ce qui est visible, c'est que nous sommes confinés, et ce qui est invisible, c'est que malgré tout, tout marche. La preuve, je peux vous parler, il y a l'électricité qui marche, il y a les magasins d'alimentation, et on va en parler, qui fonctionnent, l'eau, le gaz, l'électricité, enfin, nous avons ce qui constitue les acquis de notre civilisation, qui sont, malgré cette crise extraordinaire, mystérieusement, tout cela marche. Ça veut dire qu'il y a tout un système qui ne nous apparaît pas, qui est celui des routiers qui transportent les denrées alimentaires, qui est celui des grandes surfaces avec leurs emballages et leurs conditions d'hygiène et toute la structure d'approvisionnement qui est remarquablement faite et des choses que l'on ne voyait pas ou que l'on critiquait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il était depuis de nombreuses années, il était bien pensant de critiquer les grandes surfaces qui tuaient le petit commerce. Alors, nous allons parler de cela, le petit commerce et les grandes surfaces. Mais il ne s'agit pas de faire une autre grande surface, mais de faire une vision globale de notre monde contemporain. Et notre monde contemporain, effectivement, il est fait de ce que l'on ne voit pas. Alors, le back-office dont je parlais, c'était avant, c'était l'arrière des magasins, c'était les réserves, c'était les entrepôts, c'était aussi pour les maisons, les greniers, les caves, les dépendances, les celliers, enfin, toutes choses qui n'étaient pas visibles et qui étaient nécessaires à la vie. Et je pense que nous avons oublié. Alors, pour reparler des petits commerces, par exemple,
je pense que les gens sont assez naïfs de penser que le petit commerce peut, dans les petites surfaces avec 4 mètres de devanture et, je sais pas, 30 mètres de magasin, que peut avoir tous les produits à n'importe quelle heure et toute la journée, s'il n'y a pas un système d'acheminement, d'entrepôt, toute une logistique derrière qui est invisible et que l'on ne voit pas. Alors là aussi, comme il était de mon temps de critiquer les grandes surfaces, il était aussi de mon temps de critiquer les entrepôts qui défigurent nos villes. Alors c'est vrai qu'objectivement, les entrepôts défigurent nos villes. Mais est-ce que vous pensez que les gens construisent des entrepôts pour le plaisir d'enlayer les villes? Ou est-ce qu'on met des bâtiments comme cela qui seraient inutiles parce qu'il y aurait du laisser-aller, il y aurait du mauvais goût dans notre époque, qui ne serait pas assez aristocratique pour les habitants des centres-villes? Mais non, parce que même si on peut déplorer le manque d'intérêt dans la planification, et nous verrons qu'il y a des responsabilités, et que les responsabilités sont liées justement à ce déni de la réalité, eh bien, ce déni de la réalité a fait que tout ce monde nécessaire, eh bien, est un peu livré à lui-même, est livré sans planification, et simplement, ils sont tous ces bâtiments, tous ces systèmes de logistique et de transport sont nécessaires à la vie et, comme je vous disais, on s'en rend compte aujourd'hui. Donc, la vision qui a été jusqu'ici, et je pense que, et du moins je l'espère, nous allons avoir une vision qui va être plus compréhensive sur la complexité de notre monde et nous parlerons donc à la fois donc tout ce qui est autour des villes, dans ces couronnes de banlieue, et nous parlerons aussi de la densité, parce que la crise du coronavirus nous amène à une réflexion sur la densité du logement. Alors, ça sera les deux articulations de mon propos. Ce sera donc l'articulation sur le logement et le logement dense, puisqu'en fait c'est devenu on peut dire, une continuité dans tous les discours politiques, professionnels, une condition vertueuse de nos comportements, de nos actions, de nos choix, c'est-à-dire la densité est vertueuse. Alors on verra que les choses ne sont pas aussi simples et que la vision qui est, on peut dire, pas la nôtre, mais en tout cas celle qui est communément dite par les médias, de villes denses qui seraient le futur de l'homme, serait peut-être non seulement à reconsidérer, mais surtout à comprendre par rapport à la situation actuelle. Donc, on parlait de futur. Alors, le futur, il est basé d'abord sur une connaissance du présent. Alors, je vais développer ce point puisqu'il me paraît essentiel que l'on puisse parler du présent de nos territoires. Et là aussi, c'est très étonnant, c'est que nous sommes informés comme on n'a jamais été aussi informés. Nous avons tous les moyens d'accès par justement Facebook, par tous les systèmes d'Internet et les ouvrages en ligne et la communication, le voyage. Nous avons accès avec Google à une vision extraordinaire de tous les endroits de la planète et nous avons une vision qui me paraît assez erronée de notre environnement. Alors ça, c'est le paradoxe. Alors, est-ce que c'est vraiment un paradoxe? On pourrait lier cela à la facilité. En clair, plus c'est facile, moins on fait d'efforts.
Et je pense qu'avant, quand il n'y avait pas les vues aériennes, alors ne parlons pas des satellites, mais où on était obligé d'avoir une cartographie très complexe par l'arpentage, par des travaux très complexes, comme je vous disais, eh bien, il fallait un grand effort, et il fallait un grand effort et aussi une compréhension du monde, des distances et de la réalité des territoires que l'on habite. Et même si on se déplaçait peu, on avait une meilleure connaissance que l'on peut voir sur les cartes dessinées à la main qu'aujourd'hui, la connaissance que nous avons du monde qui nous entoure. Et ça, c'est quand même extrêmement surprenant de voir cela. Alors, la première des constatations, c'est d'entendre dire d'une manière générale, et puis j'entendais par exemple Bruno Tertrais, qui est un observateur très fin de la vie publique, qui disait que un des grands phénomènes de l'époque, c'est l'urbanisation, qui est un phénomène unique et qui ne s'est jamais passé. Et alors, on nous annonce que le chiffre est aujourd'hui de 70% des habitants du globe, de la planète, sont des urbains, et que dans les années qui viennent, ce chiffre va monter à 80% et peut-être plus. Alors c'est très surprenant parce que si on regarde les chiffres accessibles à tout le monde, par exemple, on voit que, prenons la France, nous voyons que la grande ville de Paris perd de la population chaque année. Et il y a aujourd'hui seulement 2 millions d'habitants, une perte très importante de 10 000 habitants par an, même peut-être plus. Et phénomène des grandes villes aussi, des centres-villes qui se dépeuplent avec une dispersion sur le territoire qui gagne à peu près tout le territoire. Dans un premier temps, on peut situer dans les années 75 la fin de l'exode rural, c'est-à-dire le déplacement des populations rurales pour aller vers les villes. Donc il s'agissait là d'un phénomène économique qui était tenu à la fois par la perte de l'économie rurale, où on arrivait à travailler la terre avec la mécanisation, avait de moins en moins de personnes et de populations. Donc ce n'est pas que le monde rural et la production agricole a baissé, simplement il n'y a plus besoin du même nombre de manœuvres, et par contre, on a un transfert de ces populations rurales qui s'est passé, on peut dire, je vous situais jusqu'à les années 75, vers les nouveaux emplois, qui sont les emplois urbains, les emplois du tertiaire notamment. Mais à partir de ce moment-là, on a une stabilisation, et on peut dire même une inversion qui ne fait que s'accentuer. Et aujourd'hui, on peut dire que sur les territoires français, on a une répartition qui d'abord a été, on peut dire, sur les pays du Sud, parce qu'il y avait le soleil, mais qui est à peu près générale dans toute la France. Et il y a, je crois, qu'en ce département qui est la Creuse, la mal nommée, ou la bien nommée, qui est justement en perte de population. Donc on a un phénomène de rééquilibrage démographique dans le pays, et les villes moyennes, les petites villes. Alors c'est vrai que autour des grandes villes qui ont structuré toute l'histoire du pays, on a, c'est vrai, ces villes qui ont une croissance plus forte que les villes plus lointaines, mais néanmoins, il s'agit du même phénomène, et c'est du même phénomène on peut dire, d'une dispersion à la fois économique et à la fois démographique.
Alors, il est convenu de dire que les grandes villes, que le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, sera celui des grandes villes. Alors, ça a été à la Renaissance, il y avait Venise, Anvers, Paris, les grandes villes de l'Occident, mais ce monde est un peu dépassé et les villes d'aujourd'hui, contrairement à ce qu'il dit, les villes ne tirent pas l'économie par le haut. Alors, pourtant, vous allez me dire, mais on entend dire la France périphérique qui s'oppose aux villes, on a vu cela avec les gilets jaunes et les villes qui ont toute l'économie, qui sont mondialisées, et on aurait donc tout cet espace qui serait celui entre les villes, qui serait une sorte de désert paupérisé de gens qui sont les victimes de la mondialisation. Donc ça a été initié par Christophe Guilluy, qui a écrit et qui a eu un grand succès de librairie par rapport à cela. Et la question que l'on peut se poser, est-ce qu'on n'avait pas envie d'entendre cela? Peut-être nous, Français, parce que nous sommes dans cette tradition urbaine où les villes sont valorisées et parées en premier, et que ce monde qui probablement est en train de changer, nous le refusons, donc nous avons inventé cette France périphérique qui serait les victimes de la mondialisation. Alors, prenons Toulouse, par exemple, et regardons comment la ville se développe aujourd'hui et comment la ville a muté. Ce qui se passe, c'est un phénomène qui est amorcé déjà au XIXe siècle, c'est que dans les villes, et à Paris notamment, il y avait les manufactures, il y avait les ouvriers, et la ville était un monde où une grande partie de la concentration industrielle était urbaine. Il y avait des raisons objectives à cela. Il y avait les transports qui étaient un problème très complexe et qui joignaient les grandes villes. Et donc, on n'avait pas les réseaux que nous avons aujourd'hui, multiples, de transport. Et donc, la concentration des activités dans des villes était liée d'abord au port, était liée ensuite au réseau routier, puis au réseau ferré, et maintenant, on le sait, avec l'avion et tous les systèmes de distribution. Mais aujourd'hui, les réseaux de distribution sont multiformes et effectivement ne sont pas uniquement dans les villes. Et aujourd'hui, on peut dire que ce phénomène qui était celui du XIXe siècle, où l'industrie a été chassée, on peut dire, par Napoléon Ier, Napoléon III et par Haussmann, qui ont voulu créer une ville pour les bourgeois et qui y sont arrivés, et que nous avons aujourd'hui. Et cette ville n'est plus une ville de l'activité. Alors c'est vrai qu'il y a les sièges sociaux qui sont dans les belles adresses de Paris, phénomène que l'on retrouve aussi dans nos villes. Mais est-ce que c'est cela qui tire l'économie par le haut? Mais non, c'est assez ridicule. Alors, pour résumer la situation, on pourrait dire que nous avons à Paris, par exemple, pour prendre l'exemple parisien, puis on parlera de Toulouse, nous avons les grandes sociétés qui ont leur siège dans les avenues prestigieuses, les avenues de la Grande Armée, d'Iéna, les Champs-Élysées, n'en parlons pas, donc l'avenue Victor Hugo, et il s'agit souvent de boîtes aux lettres, et où on a simplement le nom qui est beaucoup plus valorisant, parce que c'est beaucoup plus valorisant d'être avenue des Champs-Élysées comme siège social que d'être, je ne sais pas, impasse Pablo Neruda à Nanterre, par exemple. Et pourtant, les bureaux sont dans toute cette grande couronne
parisienne, bon, à la Défense déjà, mais dans cette grande couronne parisienne. Et ce phénomène est celui de toutes les villes françaises. Et puis, vous avez donc, comme je vous disais en premier, donc le siège social, la boîte aux lettres. Vous avez en second les bureaux. Et puis vous avez sur le territoire les usines. Vous avez toute l'activité qui se développe, et fort heureusement, dans un tissu vivant qui est celui de la France. Et c'est là que se passe l'essentiel de l'économie. Alors effectivement, si par un artifice comptable, on déclare le chiffre d'affaires est dans la ville capitale, on peut dire oui, elle tire l'économie par le haut. Et tout ça est quand même assez bidon, et on pourrait revenir sur le réel. Alors prenons l'exemple de Toulouse. Alors paraît-il que les urbains sont mondialisés. Alors si vous regardez la population du centre-ville, vous avez par exemple le quartier du Palais de Justice, où toutes les plaques sont celles des avocats, et puis vous avez, suivant les quartiers, vous avez les médecins, les spécialistes, les architectes, vous avez toutes les professions médicales, je vous disais, qui sont concentrées. Et aussi, je pense qu'il y a des fonctionnaires territoriaux, les employés de la préfecture, de la région, du département, et de la mairie de Toulouse également. Vous allez m'expliquer en quoi toutes ces professions qui sont fonctionnaires, professions libérales, seraient mondialisées, mais ils ne le sont pas du tout. Un architecte n'est pas mondialisé, un médecin non plus, donc, et un avocat non plus, à part de très rares exemples. Mais par contre, si vous sortez de Toulouse, mais c'est pas la peine d'aller bien loin. Alors vous allez dans le Gers, vous allez avoir les produits du Gers, le foie gras, le vin de Madiran et de Plémont, qui sera, comme le Gaillac, exporté aux États-Unis, comme le vin de Bordeaux, et puis c'est tous les produits alimentaires, mais pas que. Et nous avons nos industries. Par exemple, les laboratoires Fabre à Lavore, il y a le textile en Ariège. En fait, on a tout un tissu de notre territoire qui est celui d'une économie mondialisée. C'est une économie où tous ces braves gens sont sur Internet, et ça fonctionne dans des échanges mondiaux. Donc cette opposition est totalement fictive des victorieux et des gagnants de la mondialisation, et des exclus de la mondialisation, attendu que c'est exactement le phénomène inverse. Alors, c'est quand même surprenant que l'on soit aussi loin de la réalité. Les exemples que je vous donne, on pourrait les multiplier sur toutes les villes moyennes de notre région, et vous verrez que toutes les industries sont effectivement dans des industries d'échange. Alors, pour revenir à notre histoire d'entrepôt, j'étais en train de vous dire donc nous sommes loin de la réalité, mais pour revenir à notre histoire de commerce et d'entrepôt, ces entrepôts, il faut dire qu'avant, les choses étaient différentes. Par exemple, si on avait une voiture et on allait au garage, et je me souviens que mon père me disait: n'achète surtout pas de voiture étrangère, on ne trouve pas les pièces pour les réparations. Ce qui était, à cette époque de ma jeunesse, totalement vrai. Aujourd'hui, vous avez une voiture japonaise, et les voitures japonaises, je pense, n'existaient pas à cette époque. L'étranger, c'était l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne pour les voitures. Mais aujourd'hui, si vous allez, il vous manque une pièce
ou un pneu, ou un carburateur, ou je ne sais quoi, une bougie, ou un élément complexe, si votre garagiste ne vous la fournit pas dans les 2 heures, vous dites: «Mais de quoi s'agit-il?» Mais avant, c'était 2 mois et aujourd'hui, on ne comprend pas, parce que, effectivement, il y a ces entrepôts et ces entrepôts qui justement permettent que nous soyons des impatients et qui nous permettent d'avoir accès immédiatement à tous ces produits. Et on peut critiquer effectivement Amazon, et il ne s'agit pas de faire l'apologie de la grande distribution, ce n'est pas cela, mais de se rendre compte qu'aujourd'hui, tout ce confort que nous avons, eh bien, c'est dû à une extraordinaire organisation qui est sur notre territoire, mais qui est aussi mondialisée et dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, nous fabriquons, nous exportons et nous importons, et que la fin du coronavirus ne sera certainement pas la construction d'une forteresse France où nous allons faire tous les produits dont nous avons besoin. Alors il est évident que cette crise a posé les problèmes de la dépendance et par rapport à d'autres pays. Et là aussi, c'est une réflexion, je ne suis pas économiste, mais qui pourra être utile de voir que certains produits qui sont indispensables, ou qui sont des produits de défense nationale et qui sont des produits de notre indépendance intellectuelle, qui vont être liés à l'informatique ou autres, effectivement, on doit avoir nous-mêmes la production, et on ne peut pas compter, comme on fait aujourd'hui peut-être un peu trop, sur d'autres pays. Mais il n'y a pas de monde de demain qui va changer complètement, et je pense que quand on parle du monde ancien et du monde futur, je crois que l'on se trompe, parce que le monde futur, bah, c'est le monde présent, et c'est le monde d'hier aussi, parce que essentiellement, même avec les changements, l'essentiel des sociétés, l'essentiel du monde, c'est toujours pareil. L'émission de Jean-Denis sur France Culture, Concordance des temps, nous montre bien ce rapport, et c'est ce que nous annonce et que nous enseigne justement l'histoire, c'est qu'on doit regarder dans le rétroviseur plutôt qu'un futur que l'on ne peut pas imaginer. Donc, le futur, il est fait de la connaissance de notre présent, comme je vous disais. Et la connaissance de notre présent, c'est aussi de regarder les conditions de vie, et je vous parlais de la question du logement et la question de la densité. Alors c'est vrai que ce problème a pris de l'ampleur avec la crise du coronavirus, puisque on a été avec cette crise confronté entre ceux qui habitent dans des immeubles et dans des petits appartements, ou alors les gens qui ont des très grands appartements, ce qui revient à habiter dans une maison individuelle, et puis les gens qui habitaient dans ce que l'on appelle les banlieues, ou ce qu'on appelle les villages, ce qu'on appelle les territoires, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas c'est la France réelle, et cette France réelle qui est, contrairement aux chiffres que l'on rencontre, beaucoup plus que ce que l'on nous dit, c'est-à-dire ce résidu qui serait de 30%. Alors, je vais rembobiner et revenir à des chiffres. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais je vous disais que ces 70% sont effectivement une fiction totale. Alors, le mot de ville est employé à tort et à travers. On dit, et le mot d'urbain, pareil. Alors, la ville, il y a 3 notions. Il y a la ville telle qu'elle est définie sur un plan administratif et politique. Il y a la ville de Toulouse, par exemple,
qui a un tracé et qui est comptabilisé et qui fait, je crois, 380 000 habitants. Ce territoire comprend, par exemple dans le nord, une grande partie de zones agricoles et même de bois et qui n'est pas du tout de l'urbain. Il y a par contre la deuxième vision de ce que l'on appelle la ville, c'est la forme de la ville. Donc la morphologie, c'est-à-dire la ville agglomérée, ce qu'on peut appeler l'agglomération. Alors là, elle ne dépend pas des frontières administratives, mais elle dépend de la forme. Et là, on parle de ville dense. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la densité et qu'il faut vivre dans la densité, on parle donc de la ville dense. Mais cette ville dense est tout à fait différente au niveau distance. On voit par exemple que cette ville dense, c'est le centre-ville. Le centre-ville, il fait 2 km². C'est-à-dire qu'il est tout à fait qu'une petite portion je crois, un 60e ou quelque chose comme ça, de la ville réelle, du moins de la ville administrative. Mais par contre, c'est compréhensible puisque on peut le comprendre, mais on voit que cette ville morphologique du centre-ville, elle n'a pas beaucoup bougé au cours de l'histoire et que rapidement, on a les quartiers de la Côte-Pavée, on a les quartiers du Puscat, on a les quartiers de la Forêt, on a les quartiers de la Roseraie, qui sont des quartiers de maisons individuelles. Est-ce qu'on peut appeler ça urbain? Je ne pense pas, parce que quand on habite à la Côte-Pavée dans une maison individuelle, on est pas très loin d'habiter dans un village ou dans des communes de la banlieue. Donc, il s'agit donc de la deuxième vision de la ville, qui est importante, et nous allons revenir sur la densité. Et la troisième, c'est l'agglomération. Alors, c'est quoi l'agglomération? L'agglomération, excusez-moi, non, je me suis trompé, c'est la zone urbaine. Donc la troisième notion, donc n'est pas l'agglomération puisque la ville agglomérée c'est la deuxième, il s'agit de la zone urbaine. La zone urbaine c'est la zone économique. Alors ça c'est encore plus complexe à définir puisqu'en fait il s'agit de l'interaction entre l'habitat et le travail, entre les flux économiques et la dépendance économique. Alors comme je vous disais, c'est une notion qui est variable, qui est assez floue, et je pense qu'elle permet de faire tout ce que l'on veut avec cela. Par exemple, l'INSEE, qui est un organisme officiel qui donne des chiffres absolument justes sur la réalité, sur les statistiques, sur la démographie, sur le recensement. C'est tout à fait juste. Par contre, la zone urbaine, on fait un grand cercle et on le fait déborder sur le Tarn-et-Garonne, l'Ariège, l'Aude. Tout ça me paraît quand même pas très sérieux, même si on peut penser qu'il y a une interaction, par exemple, que les étudiants qui viennent à Toulouse, 130 000 étudiants, effectivement, sont sur une zone très importante qui va au-delà de la Haute-Garonne. Mais cette notion de zone urbaine ne peut pas qualifier l'habitat de la ville. Par exemple, aujourd'hui, là où j'habite dans l'Auragais, mais c'est pareil à Montpellier, c'est pareil dans toutes nos villes. On habite dans des villages qui ont peut-être grandi au cours des dernières années, mais qui n'ont rien d'urbain, et on ne peut pas considérer comme étant urbain comme l'habitat dense dans les villes, puisqu'il y a toutes les caractéristiques de la campagne et il y a très peu de choses que l'on peut qualifier d'urbain. Donc, les mots ont un sens et je crois qu'on joue sur ces ambiguïtés, donc il est important d'appeler leurs choses
les choses par leur nom, et mal nommer les choses, comme disait Camus, c'est ajouter à la misère du monde. Donc je pense que cet exercice de bien nommer les villes et empêcherait que l'on puisse faire des fausses estimations. Donc, comme je vous disais, la population de la ville, si on prend la ville dense, on a une population qui baisse, excusez-moi, d'une manière générale sur la population des villes françaises. On a effectivement un accroissement de ces grandes zones floues qui sont ces zones de dispersion intermédiaires, qui sont aussi des zones économiques très actives. Et on a une baisse de l'activité des grandes villes où on a uniquement que les institutions, des bâtiments culturels et du tourisme. Et je crois que l'avenir de ces villes, alors c'est pas à moi à dire si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est le tourisme, c'est la culture, et on peut le regretter qu'il y ait une concentration culturelle dans les villes anciennes au détriment. On peut dire pourquoi le théâtre, le nouveau théâtre de Toulouse a été à la place du conservatoire et non pas dans des nouveaux quartiers. Bon, tout ça, ce sont des choix politiques dont peut-être l'après-crise nous permettra de discuter d'une manière sereine. Mais ce problème de la densité nous ramène à quelque chose qui est essentiel, c'est justement la question que les gens vivent dans le logement. Et on sait qu'aujourd'hui, tous les documents d'urbanisme, tous les discours que l'on entend à la télévision et qui sont portés notamment par les écologistes, qui ont pris, on peut dire, le magistère moral qui, dans l'histoire de notre pays, a été tenu par l'Église catholique et par les partis de droite. Et puis, bon, avec le recul de la religion, on a eu peut-être la gauche qui a pris le magistère moral. Et puis, aujourd'hui, ce magistère moral, il est tenu par les écologistes, et peut-être aussi par une certaine gauche qui s'accroche à l'écologie, et on parle des mots de la religion, on parle de comportements vertueux. Et donc, la densité du logement, puisque c'était un point essentiel du propos d'aujourd'hui, la densité serait vertueuse. Donc, par rapport à cela, c'est difficile de ne pas être vertueux. On vous dit, si vous êtes pas vertueux, c'est que vous êtes, je ne sais pas, un libertin. Vous êtes peut-être même un salaud. Donc, tout le monde est très inquiet de ne pas être vertueux. Donc, on dit, on est pour la densité. Dans la réalité, si on demande aux gens où ils aimeraient habiter, bah, ils disent, ouais, on aimerait bien habiter une maison avec le jardin. Alors, je ne suis pas en train de faire de la propagande pour les constructeurs de maisons individuelles. Ce n'est pas cela. Mais simplement, c'est de regarder notre territoire avec plus de sympathie, peut-être, de regarder que si nos villes anciennes sont aussi belles, c'est que aussi on y a mis beaucoup d'argent, on y a mis du tourisme et de la culture, que dans l'histoire, ça n'a pas toujours été comme cela, et que peut-être il y a un déni sur nos campagnes où on ne s'occupe pas de cette réalité, et qu'il y a un manque de planification. Alors on a parlé des entrepôts, on a aussi parlé des lotissements qui sont effectivement pas très heureux parce qu'ils n'ont pas été faits par des architectes, ils n'ont pas été pensés par des urbanistes, ils n'ont pas été aussi faire l'objet de l'attention politique et de l'attention que l'on doit porter au lieu où l'on habite. Donc, le questionnement serait qualitatif, et que dans une démocratie, je pense que
c'est aux gens à décider, et c'est aussi à l'économie à se positionner à ce qui est le plus logique, le plus rentable pour les gens, et nous ne sommes plus dans une époque où il y avait le père de famille qui travaillait à l'usine et où on avait une obligation d'être près du lieu de travail. Les femmes ne travaillaient pas, les enfants, d'ouvriers, leur horizon unique était l'usine, et nous ne sommes plus dans ce monde-là. Donc quand on rêve aujourd'hui de communauté où il y aurait à la fois le travail, à la fois l'habitat, à la fois la culture, à la fois le commerce. Je pense qu'on rêve d'un monde qui n'est pas le monde d'aujourd'hui, et je dirais fort heureusement, parce que c'était un monde de castes cloisonnés dans lequel il n'y avait pas d'échange, dans lequel les femmes ne travaillaient pas, les enfants ne pouvaient faire que le métier de leurs parents, je vous disais ouvrier pour le père, et puis faire des enfants pour les femmes. Donc les petits commerces, ils étaient liés et à cela, donc les femmes toute la matinée allaient d'un commerce à un autre. Effectivement, on avait des heures à passer, il n'y avait pas de réfrigérateur, de congélateur. Et il faut rappeler ces réalités d'un monde qui est pas très lointain, qui est celui de l'après-guerre, et qui effectivement disparaît. Alors, nous sommes dans un monde aujourd'hui, et il serait important que nous ayons une vision positive du monde d'aujourd'hui, et non pas de ce catastrophisme qui a été porté notamment par la dernière campagne municipale, où on était, là je crois qu'on avait atteint le niveau complet de l'hystérie. Quand j'entends, par exemple, quand j'ai entendu, donc il y a pas tellement longtemps, qu'il fallait bitumer les villes, je pensais, habitant comme beaucoup d'entre nous hors de la ville-centre, qu'il fallait mettre des bottes, puisqu'en fait nous habitons, nous, des villages qui sont propres, et qu'il fallait mettre des bottes pour venir dans Toulouse, parce que avec les pluies, la ville serait un bourbier. C'était comme cela il n'y a pas très longtemps. Bon, nous n'avons pas connu, mais avant les pavages, c'était des cloaques, et les villes étaient dans un manque d'hygiène et dans un manque de confort complet. Donc, c'est pas cela que l'on voudrait revenir, et je pense qu'il faudrait que l'on ait aussi, par rapport au transport, et on s'en rend compte aujourd'hui, quand on ne bouge plus de chez soi et que tout arrive malgré tout, que les routiers, les transporteurs, tous ces services que l'on allait remplacer par les deux roues. C'est, je crois, Madame Hidalgo qui parlait de vélo cargo, parce que il fallait que les plombiers n'aient plus de camionnettes, mais puissent aller réparer avec des vélos. On allait ainsi avoir une ville rêvée qui ressemble à une ville de bisounours, une ville de bande dessinée, et qui n'est pas le monde réel. Donc, je pense qu'il est important qu'on prenne la dimension de cela. Donc, la densité, il est dit comme une certitude que la densité est vertueuse, et que la densité est économique. Alors, effectivement, ça l'a été dans l'histoire, et dans l'histoire, les déplacements étaient extrêmement coûteux et chers. Par exemple, avant la motorisation, 40 km était une distance très importante, et un chargement de bois, le bois nécessaire pour se chauffer, était à l'époque
le coût des 40 km était le coût du chargement. Donc, c'est pour cela que l'on brûlait des charbons pour faire du charbon léger, on brûlait le bois pour alimenter les foyers, parce que les charges lourdes, par des routes qui étaient boueuses et avaient des essieux qui cassaient, tout cela était très très complexe, mais aujourd'hui nous n'avons plus ces problèmes. De même, les réseaux, contrairement à ce que l'on croit, les réseaux ne sont pas chers. Aujourd'hui, l'adduction d'eau, les réseaux d'adduction, c'est pas ce qui coûte. Et aujourd'hui, dans le mètre carré du logement, il serait peut-être important que l'on se rende compte qu'il faudrait justement qu'on prenne tous ces accessoires au logement, comme je vous disais tout à l'heure, les greniers, les dépendances et les celliers qui constituaient euh, les back-office d'avant et qui aujourd'hui n'existent plus, qu'il faudrait leur redonner une place. Alors il faudrait peut-être aussi qu'il y ait une autre vision de la taxation du logement. Et là, c'est peut-être des réflexions qu'il faudrait avoir. Pourquoi le mètre carré est taxé d'une foultitude de taxes diverses qui ne font qu'augmenter au final le prix de l'habitat, attendu qu'on devrait avoir tous ces services au contraire de bâtiments annexes, à la fois pour le logement, mais aussi pour tous les services qui nous entourent. Alors, je ferai une dernière réflexion par rapport au logement. Alors, pour le logement, on avait parlé donc de construire des tours, il y avait donc récemment un article dans les journaux d'un certain député de La République en marche, qui s'appelle Aurélien Taché, autoproclamé spécialiste d'urbanisme, et qui dit qu'il faut construire des tours dans les villes denses, ça s'entend. Et il proposait que l'on augmente de 2 étages Paris. Alors, il disait, donc ça serait tout à fait intéressant parce que Paris, on aura la baisse du coût. Alors, c'est mal connaître l'économie de savoir que les appartements à 10 000 euros le mètre carré, c'est pas parce qu'on en rajouterait que ça ferait baisser l'offre et la demande. C'est pas parce que vous rajouterez des Ferrari que le prix des Ferrari et la file d'attente des Ferrari augmentera parce qu'il y aura toujours des riches pour acheter des Ferrari, comme des riches pour acheter des appartements à 10 000 euros le mètre carré. Donc, c'est une ânnerie au niveau économique et par contre, c'est sur un plan de l'hygiène complètement scandaleux parce que justement, Haussmann avait créé des largeurs de bâtiments entre les bâtiments qui aéraient Paris avec des hauteurs minimales et des retraits de dernier étage et des toits à 45 degrés pour que la lumière puisse pénétrer dans les appartements. Et qu'aujourd'hui, construire en hauteur, c'est construire en faisant de l'ombre et on ne va pas revenir à ce qui a été gagné justement par à la fois l'architecture moderne et à la fois aussi l'architecture, on peut dire, du 19e siècle. La dernière des choses que je voudrais dire, c'est que tous ces espaces annexes sont une réalité, mais il y a aussi quelque chose que l'on ne voit pas, c'est que autant la surface des logements n'a pas augmenté dans l'histoire récente, on pourrait dire même que on n'a plus des châteaux, on n'a plus des immenses demeures. Aujourd'hui, on a une normalisation à peu près des surfaces, simplement c'est uniquement les prix qui changent suivant le lieu où c'est posé, mais les logements n'ont pas augmenté. Par contre, on a une inflation extraordinaire de tout ce qui n'existait pas avant. Les bureaux, mais aussi les services. On a parlé des grandes surfaces qui avant n'étaient pas grandes, mais aussi c'est les bâtiments de santé, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de sport, de loisirs, les laboratoires, tout un ensemble de services où on a une inflation très importante de tout cela. Donc il faut compter que le monde d'aujourd'hui est un monde différent parce qu'on a un grand nombre de ces annexes et de ces bâtiments. Alors la question, ou du moins la proposition que je ferai pour terminer,
ce serait de dire, et si on densifiait tout cela? C'est-à-dire tous ces entrepôts, tous ces espaces secondaires de services qui sont très importants et qui sont aujourd'hui éparpillés autour des villes par manque de planification. Et si on faisait l'inverse de ce que l'on fait aujourd'hui, donner aux gens ce qu'ils demandent, peut-être un peu plus de grands appartements avec des dépendances, un peu plus de maisons peut-être aussi, un peu plus d'espace à jardiner. Et par contre, et si on densifiait les entrepôts, on a tous les moyens de faire des levages, on a tous les moyens de faire des choses de plus en plus euh, denses. Et dans les bureaux, par exemple, quelle importance d'être à la Défense, d'être dans des grands bureaux en hauteur, entendu qu'on le quitte le soir, et même les centres-villes pourraient être des lieux de fête, des lieux de bruit, des lieux de restaurants, des lieux d'activités diurnes et nocturnes, et non pas de logement. Je pense que le monde de demain devrait être celui-là et amorcé, et est-il négatif? Je pense que ça peut être un monde tout à fait heureux et qu'on n'a pas à avoir des visions catastrophistes sur une fin de monde, entendu qu'on peut avoir au contraire des lendemains qui chantent, des lendemains heureux. C'est ce que je nous souhaite avec une fin de confinement heureuse à tous et de la patience et de retrouver un monde plus agréable. C'est ce que je vous souhaite à tous et en vous remerciant de votre écoute.